Le 4 quarts de la semaine revient avec un numéro spécial consacré ce matin à la grande légende des lettres américaines, Philip Roth, dont on vient de publier la biographie signée Black Bailey. Alors, José Camoun, on va aborder, chose promise, chose due, la parution de Portnoy et son complexe, parce que c'est le livre qui va faire scandale et qui va valoir à Philip Roth des volées de bois vert au sein de la communauté juive. Et vous m'avez laissé entendre que vous aviez lu très vite dès sa parution en Amérique ? Non, 3 ans plus tard. J'étais en séjour linguistique à Édimbourg. Et c'était très retien comme situation parce que les professeurs qui donnaient les cours d'été trouvaient un supplément agréable dans la drague des jeunes étudiantes qui venaient prendre les 10 cours d'été. Et donc, qu'est-ce qu'on m'a fait passer pour me draguer ? Eh bien, on m'a fait passer Portnoy et son complexe. Parce que c'était une espèce de livre un petit peu sulfureux, et que donc les professeurs en profitaient, si vous voulez, pour tâter le terrain. On propose Portnoy et on voit comment elle réagit. Donc c'est très drôle parce que c'était déjà un objet transgressif, vous voyez. J'étais loin de me douter que je serais traductrice un jour, et encore beaucoup plus loin de me douter que je traduirais un jour Philip Roth. Maintenant, ce que la biographie montre de manière que j'ai trouvé tout à fait passionnante, c'est que Philip Roth, quand il est apprenti écrivain, quand il est jeune homme, écrit des nouvelles extrêmement sentimentale, larmoyante et édifiante. Dans le même temps, comme c'est un pitre, et ça j'en témoigne de première main parce que je l'ai vu parler pendant des heures, pendant ce temps-là, pendant qu'il écrit ces nouvelles larmoyantes, si on peut dire, dans les dîners entre amis, il fait rire la galerie, il se lève, il imite le rabbin, il imite le principal de son collège quand il était au collège, et les gens sont morts de rire. Et au bout d'un moment, on commence à lui dire « Mais et si c'était comme ça que tu écrivais plutôt ?» Car il n'est pas satisfait du tout de ces nouvelles larmoyantes. Et si tu écrivais plutôt comme ça ? Autrement dit, faire entrer dans son écriture de l'oralité, il y en a énormément dans Portnoy, de la gouaille, de la loufoquerie, du sexe, enfin toutes choses qu'il projette quand il prend la parole au milieu d'amis, mais qui ne caractérisent pas du tout son écriture à l'époque. Et ça, c'est la révolution de Portnoy. Alors, la révolution de Portnoy, qui va être un succès, en 1969, c'est la date de la sortie du livre, et c'est tout de suite le roman le plus vendu de toute l'histoire de son éditeur Random House. Mais oui, en fait, le roman fait un tabac avant même d'être publié. On s'en est arraché des bonnes feuilles, donc il a à la fois un succès de scandale, et je pense un succès de... Il est libérateur, d'une certaine manière, c'est un roman libérateur, qui dit tout haut ce que beaucoup voudraient dire d'une autre manière. Alors, il a failli quand même être interdit. Il y a en plus une descente en flammes de Gershom Scholem, qui est d'habitude plus maîtrisé et qui écrit dans Haaretz « C'est le livre que les antisémites appelaient de leur vœu ». Alors, quand même, ça nous paraît quand même violent et excessif, peut-être avec le recul du temps, mais c'est vrai que le reproche qu'on va lui faire à répétition, c'est vous donner mauvaise réputation aux Juifs. À quoi il répondra en substance à répétition, je ne suis pas censé montrer des Juifs idéaux, je ne suis pas censé montrer perpétuellement un violon sur le toit, moi, je les montre tels que je les vois. Et il se trouve qu'ils sont Juifs. Un violon sur les toits, c'est pas si mal. Mais c'est pas ce que je veux dire. Mais il est né en Lituanie, non oui. La famille, la fratrie, oui, pas lui, bien sûr. La famille, oui. Oui, bien sûr, mais cette image édifiante et sentimentale n'est pas la sienne. Alors, il y a une chose qui manque quand même, on revient à notre discussion de tout à l'heure sur comment rendre intéressant le sujet de son livre à Black Bailey, et je note que ses lectures sont totalement absentes. Ce qu'il pense, sa manière d'écrire, ses discussions, tout ça est absent. Il n'y a
que les femmes, ah non, je suis les pas femmes croisées qui sont... Non, mais je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Ah alors bon? non, je m'inscris en faux là. Ah bon? Je pense que nous avons un document, on pense ce qu'on voudra, chacun pensera ce qu'il voudra de cette biographie, mais c'est un document absolument précieux, pas seulement parce qu'il a rassemblé toutes sortes de lettres, mais aussi parce que justement, cette biographie nous fait bien voir, on fait voir ce que Roth lit, bien sûr que si, dans tout le passage sur l'université. Bon, il y a, oui, c'est vrai qu'il y a quand même son engagement pour les dissidents tchèques. Mais je pensais pas oui, bien sûr. Dans les années 70-80, il y a le rapport d'amitié avec Milan Kundera, il y a l'engagement aussi pour Salman Rushdie, donc on voit ça. Alors, il y a ça, mais ces lectures de formation, ces lectures de jeunesse, on les voit aussi. Hein. Et il a 2 maîtres à écrire, non des moindres, et pas forcément ceux qu'on lui supposerait, c'est Henry James et Gustave Flaubert. Mais ça en dit long sur sa manière d'écrire oblique. Non, je pense qu'on le voit, ça. On voit ses lectures, on voit ses préoccupations, y compris aussi ses lectures de romans sportifs. C'est assez intéressant, ça. Quand il est fou de baseball, qu'il a 13-14 ans, mais il lit des romans pour la jeunesse autour du sport. Mais il n'écrira jamais comme Malamud a écrit sur le sport, des romans. Il n'en a pas écrit plus. Malamud, il a écrit celui qui a été traduit sous le titre Le Meilleur, The Natural, en anglais. Oui, que vous avez traduit. Oui, tout à fait. Très beau livre. C'est un très beau livre, très étrange, très inattendu, qui ressemble pas du tout au reste de l'œuvre de Malamud, mais qui est très poétique, très fort, oui. Alors, il y a des règles d'écriture qui se donnent. Je vais essayer de retrouver le passage parce que c'est un gros livre et il donne un peu les règles qu'il se fixe. C'est pendant qu'il écrivait Sabbat que Roth a optimisé ses habitudes de travail grâce à 2 acquisitions cruciales. Une écritoire devant laquelle il se tient debout pour épargner un peu son dos et qui le porte à déambuler quand il cale, ainsi qu'un traitement de texte qui juge merveilleusement propice aux prévisions et un peu plus convivial qu'une machine à écrire. Il écrivait debout. Il écrivait debout, il avait terriblement, il avait des maux de dos qui le torturaient vraiment. Hein. C'était grave, il avait été opéré, enfin c'était très compliqué pour lui. Et de fait, lorsque j'allais le voir, il lui arrivait d'arpenter la pièce, de se lever, il n'était pas bien assis. Mais ce qui est très intéressant, c'était la discipline avec laquelle Roth écrit. Lorsque j'avais terminé de traduire je ne sais plus quel roman, il venait de commencer Le complot contre l'Amérique. Il venait de le commencer. Et donc, je lui dis, vous ne savez sans doute pas quand vous l'aurez fini, enfin c'est tout à fait normal, je vous pose la question comme ça un peu. Si, me dit-il, je l'aurai terminé dans 18 mois. Alors je lève les yeux, assez surprise, pensant que c'est 18 mois ou 20 ou 25. Et il l'a terminé en 18 mois et 1 semaine, je crois. Donc il avait une façon d'organiser le temps qui passe en écriture qui était extrêmement rigoureuse. Je reviens au Centre de l'Amitié parce que à la fin de sa vie, c'est vrai, enfin c'est ce que dit Black Bailey, il a cherché à remplacer cette valse de jeunes femmes par des amitiés, mais Bello, par exemple, n'était pas vraiment son ami. Il y avait beaucoup de jalousie entre eux. Il y a de la rivalité, en tout cas. Il y a de la rivalité, certainement. Hein. Je ne sais ce qu'il faut penser de cette affaire de... Je peux pas le coiffer, il est trop grand pour ma tête. Pense-t-il véritablement ça ou pense-t-il qu'il a égalé le maître? Mais je pense que c'était à la fois un rapport, justement, d'inspiration, d'émulation, et il y avait de la tension. De la tension. Vous avez déjà traduit vous-même, Bello? Non, j'en ai lu en français et en anglais, mais j'en ai jamais traduit. Les 2 écritures n'ont pas rien en commun. Hein. Et Bello a très bien parlé de l'écriture de Roth, en expliquant que l'écriture de Roth, mélangée à l'intérieur de la même phrase, c'était une écriture composite, mélangée à l'intérieur de la même phrase, la langue de l'université et la langue de la rue. Et oui. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense d'extrêmement révélateur, s'agissant de Philippe Roth, de son rapport ambivalent à toute norme.
donc, y compris les normes esthétiques de l'écriture. Mais Bello, enfin, je vous demande pas de faire, bien que j'ai une émission qui s'appelle Pont Neuf et j'ai un questionnaire Pont Neuf où on demande êtes-vous ceci et cela, et je demande souvent êtes-vous Bello ou êtes-vous Roth. Et je vous remercie d'ailleurs de ne pas dire, comme souvent maintenant, Ross. Je sais pas pourquoi on s'est mis à penser que dire Philippe Roth, c'était pas bien et qu'il fallait tout d'un coup dire Philippe Ross. Bah, écoutez, il y a deux solutions. Ou bien je l'appelle Philip Roth, ou bien je l'appelle Philippe Roth. Mais pas la moitié des deux. Voilà, mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est très à la mode de dire Philippe Ross. Bon, très bien. Alors, oui, la jalousie aussi à cause du Nobel, qu'il n'a jamais eu, oui, et qu'il l'espérait avoir. Bah, oui, je pense qu'il espérait l'avoir. C'est certain. Enfin, une des raisons pour lesquelles il espérait l'avoir, c'est que son entourage estimait, et un entourage élargi, je dirais, qu'il le méritait pleinement. Donc, c'était une taquinerie. Moi-même, je l'avais taquiné là-dessus parce que chez lui, il y avait toutes sortes de prix qui étaient disposés, qui étaient montrés. Je lui disais, mais en fait, vous en avez autant que Pinochet des médailles. Donc, je l'avais charrié là-dessus, mais je pense qu'il était élégant. C'était un perdant élégant du Nobel. Il le prenait qu'humour. Oui, mais il s'est un peu, comment dire, y compris avec la communauté juive qui était très fâchée contre lui, on en a parlé tout à l'heure, mais y compris avec cette communauté juive réticente, il a fini par se réconcilier à la fin de sa vie. Oui, et sans doute il s'est réconcilié. Ils ont fait de grandes cérémonies à la synagogue de New York où il était fêté. Il était fêté et apparemment il y prenait un certain plaisir parce qu'il aurait pu, ce qui peut faire penser qu'il y prenait du plaisir, il aurait pu se défiler en maintes occasions, il ne le faisait pas. Donc, mais il y a toujours eu en lui le bon petit et le sale gosse. Ça remonte vraiment à l'enfance. C'est un bon petit, toute sa vie, il va vraiment honorer ses pères et mères. Il va bien travailler à l'école, il va faire ce qu'on attend de lui, et en même temps, il est critique, il est désagréable, il peut être à l'occasion, je pense, cinglant, voire humiliant. Ça sera toujours comme ça. Donc je suppose que quand il recevait les hommages de cette communauté juive, qu'il avait beaucoup bousculé dans son plus jeune temps, il devait avoir aussi un sentiment d'ironie qui ne lui était pas désagréable. Alors, vous avez traduit, José Caboun, un grand nombre des livres de Roth. C'est une question difficile, j'imagine, mais je vous la pose quand même. Quel est celui que vous avez eu le plus grand plaisir à traduire ? Il y a plusieurs plaisirs, des plaisirs pluriels à traduire Roth. J'ai retraduit La Contre-Vie, et pour moi, La Contre-Vie, c'est le livre tournant dans l'œuvre de Roth. C'est là qu'on va voir Roth quitter un petit peu le sujet de son nombril, on pourrait dire, via bien entendu toutes sortes de prête-noms et de masques, et où il va vraiment montrer ce que c'est que l'ambiguïté du réel. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il arrive en Israël et le personnage, Nathan Zuckerman, arrive en Israël, va voir les juifs libéraux, etc., qui lui tiennent un discours sur Israël que le lecteur a envie de valider, bien sûr, mais quelques dizaines de pages plus loin, ce même personnage, Zuckerman, s'en va dans une colonie et on entend Mordecai Lippmann, dont les arguments sont extrêmement convaincants aussi. Donc c'est à partir de La Contre-Vie qu'on va vraiment montrer dans la fiction la réversibilité du monde. Voilà. Moi, je l'appelle Roth le réversible. Je suis en train d'écrire un livre, un dictionnaire amoureux de la traduction. Donc, il y a une entrée Roth, bien sûr. Et je l'ai appelé Roth le réversible. Parce que Roth montrait toujours les deux côtés d'une question. C'est ce qu'il fait dans Pastorale américaine aussi. Il montre le père, qui est chef d'entreprise, qui est un type régulier, qui a toujours fait ce qu'on attendait de lui, et la fille terroriste. Mais les deux ont des arguments. Complot pour l'Amérique, comment vous avez vécu ce moment dans la vie littéraire de Philippe Roth, parce que c'était assez inattendu.
est assez inattendu et j'ai envie de dire unique dans son genre aussi, dans son œuvre, unique en son genre. Il s'est lancé dans cette uchronie, mais c'est la seule fois. Il n'était pas un habitué du genre. Et c'était très curieux d'entrer dans ce roman, où justement tout à l'heure on avait parlé du réalisme de Roth, où on a l'impression que chaque détail avait été soigneusement étudié. Et je me demandais ce qu'il fallait faire de ce roman, de cette uchronie, ce qui aurait pu se passer si l'Amérique avait élu Lindbergh. C'est quand même assez surprenant. Eh bien, vous savez que plusieurs lecteurs et des gens tout à fait rationnels et par ailleurs cultivés se sont laissés embarquer là-dedans et ont pensé pendant des dizaines de pages, mais enfin, moi j'avais oublié que l'Amérique avait élu Lindbergh. Vous voyez, c'est tellement convaincant, c'est présenté de manière tellement réaliste que ça en est infiniment troublant. Mais comment ça naît dans son esprit, cette histoire ? Il faut avoir quand même une angoisse sur une renaissance possible de l'antisémitisme pour imaginer dans un roman effectivement uchronique et si l'Amérique avait élu Lindbergh, qu'est-ce qui se serait passé ? Il faut croire quand même qu'il avait aussi une certaine clairvoyance, parce que les mouvements d'extrême droite en Amérique ont continué à fleurir. C'est pas non plus, ça n'est pas du tout éteint. En fait, après la trilogie, il cherchait un sujet. Il était un peu en panne de sujet, mais je pense que ce n'est nullement contradictoire avec ce que vous venez d'évoquer, à savoir une anxiété sous-jacente que l'on peut comprendre quand même. Il n'a pas vécu la Shoah dans sa chair, mais c'est pas si loin que ça quand même. Donc, et il a bien vu des mouvements d'extrême droite. Mais je n'ai jamais pu m'empêcher de penser que, bien que tout ça soit parfaitement vrai et fondateur du livre, il s'était également fait plaisir à reconstituer par le menu le New York de son enfance. Et je lui ai posé cette question, est-ce qu'il avait eu plaisir à reconstituer ça ? Il l'a volontiers admis. Est-ce qu'il a laissé des manuscrits qui sont encore à venir ? Vous devez le savoir. Ou est-ce que la biographie met un terme à toute l'œuvre ? Non, je ne sais pas. Il y a des choses qui sont pas sorties. Il y a des choses qui sont même, semble-t-il, classifiées. C'est pas très clair dans mon esprit. Donc, peut-être retrouvera-t-on des manuscrits. C'est pas impossible. On n'a pas tout vu, en tout cas. Alors, voilà, c'est un livre de 1000 pages. On a dit, effectivement, cette valse. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'anecdotes qui sont assez marrantes. Il lui prête beaucoup de liaisons, y compris des choses qu'on ne savait pas. Il y a un rendez-vous avec, comment s'appelle cette actrice australienne qui... Ah oui, non, mais c'est très drôle. Bien sûr. On parle même de Jackie Kennedy. Oui, mais je pense que ce ne sont pas des racontars. Il semblerait que ça soit assez sérieux, oui, tout à fait, mais c'est pas vraiment, il n'a pas vraiment eu de liaison avec Jackie Kennedy, mais il y a eu un flirt, oui. C'est vrai que les histoires de femmes étaient innombrables, ça, on ne dira pas le contraire, sans doute pour bien des raisons. Mais... lesquels ? Parce que c'est vrai qu'il séduisait beaucoup, il était très séduisant, mais quel est le secret de ce charme particulier que tout le monde lui prête ? J'allais vous parler d'autre chose, mais je veux bien parler de ça aussi. J'allais vous dire que la libido de Roth est... Merci Sergio. Nicole Kidman. Alors Nicole Kidman, oui. C'est très Nicole drôle. Kidman, c'est marrant parce que elle lui donne rendez-vous. Il va au rendez-vous, alors il se prépare, il va avec sa belle voiture, il réserve le meilleur restaurant et puis elle est en bas de chez elle, en bas de l'hôtel. En bas de l'hôtel, avec un sweatshirt, etc. Et elle lui dit, mais pourquoi on va pas prendre un café à côté ? Alors il est furieux. Et elle rencontre après son ami, elle lui dit, votre Philippe Roth, il est pas assez adulte. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il grandisse. Non, je crois que les innombrables liaisons féminines de Roth correspondent à une libido extrêmement forte. Et c'est cette libido, en général, cet élan du désir chez lui,
qui se traduit dans son œuvre, bien sûr, et par son œuvre, mais qui se traduit aussi, bien entendu, par ses conquêtes féminines innombrables. Et ça, c'est une chose. Après, sa tendance à la polygamie me fait penser quand même, me renvoie à l'enfance qu'il a eue, avec une mère qu'il jugeait admirable, irréprochable, etc., mais extrêmement cadrante, dans le contrôle, l'autorité. Et le sentiment qui se dégage de ces années d'étudiant et au-delà, c'est aucune femme ne va me faire la loi maintenant. Hein. Je suis partie de chez moi, ma mère est chez elle, tout va bien, aucune femme ne me fera la loi. Et une des façons dont il s'y emploie, c'est de multiplier les conquêtes. Comme il en a plusieurs, il est sûr qu'il lui en restera une. Mais il dit des choses extrêmement crues là-dessus, hein, extrêmement simples et assumées. Il ne faudrait pas qu'il reste sans femme. Ça serait compliqué pour lui. Donc il va en prendre plusieurs, et comme ça, aucune ne lui fera la loi. Enfin, ce que je dis est assez rudimentaire et schématique, mais quand même, ça procède aussi de ça. Alors, on vous a demandé quel est le livre que vous avez eu le plus grand plaisir à traduire. Oui, j'ai pas vraiment répondu. Alors allez-y. Pardon, je me rends compte que je ne vous ai pas répondu. Donc La Contre-vie, parce que c'est un livre extraordinaire et c'est un tournant, ça je l'ai dit. Je dirais dans La Tâche, parce qu'il y a les monologues, les vociférations du vétéran de Vietnam qui a perdu la tête, qui est déjanté, et j'ai trouvé ça extraordinaire à traduire. Trouver la voix de ce personnage si différent de moi, ça me donnait beaucoup d'excitation et de puissance, on va dire. Et puis peut-être, alors je ne sais pas si ça m'a donné du plaisir à traduire, mais je trouve que c'est un très très beau roman testamentaire, Un homme. Parce que tout y est, mais tout y est de manière très épurée. Ah, Un homme, oui. Un homme. Un homme est un ouvrage, c'est un roman ascétique, où Roth, d'une certaine manière, a renoncé à toute virtuosité, où il montre les choses dans leur crudité, leur nudité. Je trouve que c'est un roman très courageux, où il y a aussi des passages magnifiques sur l'enfance, et la plus belle dernière page de roman qu'on puisse imaginer. C'est vraiment très beau. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à traduire celui-là aussi. Et quel est le livre auquel il tenait le plus, qui, pour lui, à ses yeux, tenait une place centrale dans l'ensemble de son œuvre? Je pense qu'il reconnaissait, lui le premier, que La Contre-vie était un tournant et que les faits qui arrivaient après étaient aussi une sorte de pendant à La Contre-vie. Mais il semblerait que celui qui avait sa préférence, si on peut parler de préférence, c'était Le Théâtre de Sabat, qui est aussi un livre, me semble-t-il, très courageux, que je suis assez contente de n'avoir pas eu à traduire, parce qu'on voit là-dedans une femme qui est atteinte d'un cancer, qui va se délabrer, se décomposer littéralement. C'est un livre extrêmement violent. Mais il fallait du courage pour l'écrire. Et il fallait du courage. C'est un des livres que je n'ai pas lu, mais hier, un jeune normalien avec qui je discutais me dit ça c'est le livre que j'avais quand j'étais que je lisais souvent pour pouvoir mieux draguer les filles. Ah ben je vous dis, parole de normalien. Absolument. Nous ne ferons aucun commentaire. Voilà, d'accord. Bon. Il y en a qui puisent dans le Cantique des Cantiques pour écrire leurs lettres d'amour, et lui, c'était le Sabbat que je n'ai pas lu, mais qui est un grand livre. C'est un grand livre, mais extrêmement violent. Je suis contente de ne pas avoir eu à le traduire. Il est allé au bout de la destruction du corps par la maladie. Encore fallait-il raconter ces choses. Donc, je pense que de ce point de vue-là, Roth avait beaucoup de courage. Alors, je vais vous faire plaisir, je vais citer les deux livres, Philippe Roth, Black Bailey, la biographie paru chez Gallimard, et puis celui que vous avez apporté, qui est l'autobiographie, qui s'appelle Les Faits, et qui est paru dans la collection Folio chez Gallimard. Folio chez Gallimard. Merci José Camoun d'avoir passé cette matinée en notre compagnie. C'était le 4/4 de la semaine spéciale Nouvel An. Bon dimanche, une belle et heureuse année 2023 à toutes et à tous.